Le tour de vis budgétaire de l'État menace 186 000 emplois dans l'économie sociale et solidaire. C'est un plan social à bas bruit qui va toucher principalement des associations. Les premières liquidations judiciaires ont déjà été annoncées et dans ce contexte, le retour à l'emploi des personnes qui en sont très éloignées, évidemment, va devenir encore plus difficile. Et les professionnels de l'insertion par l'activité économique viennent de tirer la sonnette d'alarme dans Libération pour alerter l'opinion publique. On va en parler avec vous, Antoine Laurent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de venir chez Mediatico et dans cette émission ESC Sonère. Alors, pour commencer, un petit mot de présentation d'abord. Vous êtes breton, vous êtes marin, vous avez été responsable des opérations de l'Aquarius, le navire de l'association SOS Méditerranée qui porte secours aux migrants. Et puis, vous avez ensuite été assistant parlementaire à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, vous êtes le délégué général de la Fédération des entreprises d'insertion. Qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours au secteur de l'insertion ? J'ai très tôt été confronté aux conséquences d'une économie un peu ravageuse sur les gens et sur le développement des inégalités à travers le monde. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagé sur des questions migratoires qui sont quand même vraiment le syndrome d'un monde qui construit des inégalités sciemment. Et après, j'ai évolué dans divers milieux, beaucoup sur des sujets écologiques. C'est un sujet majeur, de priorité absolue. Et puis là, j'avais une opportunité de venir donner un coup de main sur l'insertion, qui est un secteur éminemment important parce qu'il y a tout un potentiel pour essayer, notamment dans un contexte difficile, on en parlera, de ramener les gens vers plus d'autonomie et plus de sécurité économique. Alors pour comprendre de quoi on parle, donc vous venez d'être nommé délégué général officiellement de la fédération. Ça représente combien d'entreprises et combien d'emplois, la Fédération des entreprises d'insertion ? Donc la fédération, elle représente les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion. Ça représente environ 750 sociétés à travers la France. Donc vous ne représentez pas les ateliers et chantiers d'insertion Voilà. Qui sont sous statut associatif. Voilà, il y a d'autres types de familles de l'insertion, les chantiers, les associations intermédiaires. Après, il y en a encore d'autres au-delà, les entreprises adaptées qui prennent des personnes en situation de handicap. Donc nous, c'est uniquement les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion. Voilà, 750 entreprises qui sont membres de la fédération sur les environ 2000 que l'on compte en France. Et sur ces 2000, ça représente un peu plus de 100 000 emplois dans le pays. Et ce sont tous des emplois d'insertion ou dedans, il y a aussi les encadrants ? Non, là, c'est 100 000 emplois d'insertion. Et évidemment, il y a dans ces entreprises aussi plusieurs milliers de personnes. Alors, le taux d'encadrement, il varie selon le profil des entreprises, mais ça peut être, on peut avoir c'est très variable, mais on peut avoir entre 10-15% de personnes en insertion jusqu'à plus de 50% des employés d'une entreprise qui peuvent être en insertion. Voilà, et ça dépend de la difficulté des parcours des gens qu'il faut accompagner, évidemment. Alors, le secteur de l'insertion a déjà tiré la sonnette d'alarme au mois de février avec une conférence de presse à laquelle Mediatico était présent. Ça se passait aux Amarres, dans un tiers-lieu parisien. Vous avez tiré la sonnette d'alarme. Et voilà que le gouvernement vient d'annoncer un nouveau tour de vis budgétaire de 40 milliards d'euros supplémentaires pour l'année prochaine, puisqu'on prépare le projet de budget 2026. Expliquez-nous pourquoi vous êtes inquiet à ce point-là. C'est une inquiétude qui, d'ailleurs, je crois, est partagée par de très nombreux secteurs et pas seulement l'économie sociale et solidaire. Je pense que les décisions budgétaires prises par le gouvernement que l'on ressent aujourd'hui et qui vont, je pense, malheureusement s'aggraver l'année prochaine, touchent toute l'économie. L'État a un rôle majeur en France. Ça a été un choix politique de décennies passées d'avoir un point important de l'État, que ce soit en tant qu'acteur économique direct dans la commande publique, dans le travail des fonctionnaires. Et puis, c'est aussi un acteur qui vient piloter l'économie. Et donc, on voit bien que sur les aspects sociaux, sur la lutte contre le chômage, sur la lutte contre l'exclusion, on a beau entendre des discours plutôt positifs depuis plusieurs années. Malheureusement, c'est perçu par beaucoup à la tête de l'État comme une dépense trop importante, une dépense qui met en difficulté notre système de finances publiques. Et une dépense improductive, sans doute. Improductive, voilà, qui ne contribue pas à cette croissance qui est un peu le seul mantra que l'on a à la tête de l'État. Et pourquoi ça n'est pas vrai ? Parce que, alors, si on reprend sur l'insertion, sur la lutte contre l'exclusion, et plus spécifiquement l'insertion par l'activité économique, qui est assez peu connue, et je pense que ce sera bien de prendre un temps pour expliquer. C'est pour ça qu'on en parle sur Mediatico, parce qu'on est là aussi pour ça. Voilà, expliquer brièvement ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert, qui n'est effectivement en rien une dépense improductive. D'abord parce que les gens qui sont embauchés en insertion travaillent sur une activité économique qui est rentable, qui est productive, qui est en plus très bien implantée dans les territoires,
qu'ils soient abrités ou non abrités d'ailleurs par rapport au commerce international, plus généralement abrités, mais qui a des clients, des fournisseurs, qui n'est pas forcément l'État d'ailleurs, et qui est même rarement l'État. oui, c'est des entreprises, enfin, en tout cas pour nos entreprises que je représente, elles participent à tout type de marché. Alors, elles ont des secteurs d'activité un peu de prédilection, mais elles sont vraiment dans plein de secteurs extrêmement différents. Ça va de l'hôtellerie, la restauration, le BTP, la paysagerie, l'économie socialiste, enfin l'économie circulaire. Parfois en réponse à des marchés publics, de la commande publique de l'État, des collectivités locales, mais c'est aussi avec des grands donneurs d'ordre, ou alors en étant parfaitement autonome auprès même de particuliers sur du B2C. Donc c'est ces gens qui sont en insertion. Il y a une subvention de l'État qui permet à l'entreprise de combler un manque de productivité par rapport à un employé classique, entre guillemets, parce que c'est des gens, parce qu'ils sont éloignés de l'emploi, c'est pour ça qu'on les prend. Ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'un accompagnement pour leur monter en compétences au sein de l'entreprise. Ils ont tout un tas de qualifications, de qualité même humaine, pas seulement technique, à engranger, jusqu'à ce qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans maximum, ces personnes puissent retrouver un profil professionnel apte à faire face aux exigences du marché de l'emploi. Donc c'est de base des gens qui sont employables, mais que le marché de l'emploi rejette. Et l'insertion, par quelques milliers d'euros par poste, milliers d'euros d'argent public, va permettre à ces gens de se remettre sur le marché de l'emploi et donc de sortir des minima sociaux, de sortir d'une situation précaire qui va ensuite impacter l'ensemble de leur foyer, l'ensemble de leur entourage. Donc c'est des dépenses en moins pour l'État sur le plan social, sur le plan sanitaire. Et derrière, c'est des gens qui vont se mettre à disposition de marchés en tension, marché de l'emploi en tension, qui vont répondre à des besoins de l'économie. Et donc, c'est totalement positif. Alors, il y a plein d'études qui ont été faites pour essayer de mesurer concrètement ce que rapporte à l'État l'investissement dans l'insertion par l'activité économique. C'est assez difficile de le chiffrer, mais globalement, c'est loin d'être de l'argent perdu. Donc, on ne peut que déplorer aujourd'hui de voir que dans un contexte économique qui se dégrade, pour plein de raisons, mais aussi parce que l'État coupe les vannes. L'État entretient le problème quand même par ce biais-là. Dans ce contexte-là, on va vouloir réduire les dépenses de partout, y compris là où on est censé quand même, ou y compris, disons, sur le traitement de l'économie, sur les moyens de traitement, sur les médicaments, en gros, que l'on a pour réparer notre économie et réparer toute la cassure sociale que l'on constate depuis des mois et des années. Parlez-nous du principe du secteur de l'insertion, l'accompagnement. Quel est le parcours des personnes qui ont besoin d'être accompagnées ? Donc le parcours schématiquement classique, après il y a plein de profils différents et plein de structures qui agissent de manière différente, mais vous avez des gens qui sont, qu'on dit éloignés de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils peuvent être au RSA, ça peut être des jeunes sans diplôme qui n'ont même pas le baccalauréat, ça peut être des gens qui sont au chômage depuis longtemps, depuis plus d'1 an ou 2, et qui vont être identifiés par ce qu'on appelle des prescripteurs. Ça peut être France Travail, auquel ils sont inscrits, ça peut être les missions locales, ça peut être tout un tas d'autres acteurs de l'emploi, et qui vont essayer de trouver des solutions pour ces personnes, pour qu'elles sortent de leur précarité, qu'elles ne dépendent plus des minima sociaux, qui est un impératif, je pense, de dignité, plus que simplement économique, et qui parfois vont les orienter vers des structures de l'activité économique. Il existe plein de familles différentes, mais en fonction de leur profil, de leurs contraintes, si elles ont un handicap, si elles ont besoin d'un accompagnement spécifique sur tel ou tel problème personnel de santé, ou si elles ont besoin de gagner telle compétence pour aller vers un secteur économique qui leur plaise, eh bien, ces prescripteurs vont les orienter vers des structures du territoire qui se mettent à disposition et qui vont recruter ces gens comme des salariés. Donc nous, les entreprises d'insertion, on recrute à 35 heures, au SMIC, enfin généralement au SMIC, la majorité des gens sont au SMIC. C'est un rythme de travail qu'il faut reprendre, parce que c'est des gens qui, comme ils ne travaillaient pas depuis des mois, il faut réussir à se remettre dans un rythme de vie, se recaler sur des horaires, etc. Il faut savoir arriver à l'heure. Il faut être travailler avec ses collègues. En état, il faut avoir l'état pour travailler, être capable de suivre une chaîne de production, travailler avec des gens, parfois même en contact avec des clients. Les entreprises d'insertion et de travail temporaire, c'est celles qui, je pense, sont même avec les associations intermédiaires, sont les plus exigeantes. Après, vous avez les chantiers de l'insertion qui ont eux, un schéma de travail encore plus adapté pour des personnes les plus éloignées de l'emploi, parce qu'il y a moins d'heures de travail, qui sont plus flexibles, notamment pour les femmes qui tiennent un foyer toutes seules, qui ont besoin d'un peu plus de flexibilité, etc. Donc, voilà. Une fois qu'on est en entreprise, ces personnes peuvent rester jusqu'à 2 ans. Ou alors même aller dans une autre entreprise d'insertion, mais en tout cas, elles reçoivent ce qu'on appelle un pass IAE de la part de l'État, ce qui leur donne une fenêtre d'ouverture sur 2 ans pour pouvoir bénéficier de ces emplois, en partie subventionnés, mais seulement en partie,
Et au bout de ces 2 années-là, ces personnes sont accompagnées par les entreprises d'insertion ou les structures en général pour aller chercher un emploi dans une entreprise classique. Et c'est ça qu'on appelle l'insertion C'est dans le tout le marché du principe de travail l'insertion. classique. Tout l'enjeu, tout l'objectif, c'est vraiment de sortir les gens d'une situation de précarité, sans emploi, pour leur permettre, parce que le marché de l'emploi les rejette, pour leur permettre de retrouver un emploi. Question clé, simple, rapide. Est-ce que ça marche ? Ça marche très bien, et c'est même, je pense... Quel est le taux de sortie positive, comme on dit, Ouais. qui permet donc de prouver que des gens qui étaient en insertion ont trouvé du travail ? On est autour des, ça dépend des structures, etc., mais on est aux alentours des 50-60% des gens qui... On peut pas être à 100%, c'est pas possible, c'est trop difficile. Et c'est même pas mais un objectif. 50% ou 60%, c'est déjà énorme en réalité. C'est déjà énorme, c'est 50 vies sauvées, vraiment, parce que ces gens-là sont bloqués au chômage. Non pas par manque de volonté, c'est parce qu'elles ont, elles ont tout un tas de problèmes, et cet accompagnement, parce que je ne l'ai pas précisé, mais quand elles sont en entreprise, ce n'est pas uniquement venir travailler et puis repartir. Il y a tout un accompagnement social, et les entreprises, dans leurs subventions qu'elles reçoivent, doivent aussi s'en servir, pas seulement pour rémunérer ces gens, mais aussi pour payer des salariés, des permanents, qui vont accompagner, qui vont les aider à lever ce qu'on appelle les freins à l'emploi, le problème de logement, le problème de transport, etc. Alors, comme il y a des subventions, il y a donc du coût budgétaire pour l'État, il y a de l'argent public. L'État dit « j'ai besoin de faire des économies ». Qu'est-ce que vous redoutez comme conséquence en nombre d'emplois qui ne pourront plus être accompagnés chez les entreprises d'insertion ? Par exemple, en entreprise d'insertion, un emploi sur toute une année, pour l'État, ça représente un peu plus de 13 000 euros d'investissement, de dépenses. Donc lorsqu'on baisse de plusieurs millions d'euros le budget de l'État, là, et en l'occurrence, sur cette année 2025, il l'a baissé de plus de 50 millions d'euros, on fait le calcul et ça fait quand même plusieurs milliers d'emplois qui ne seront plus financés par l'État pour permettre d'insérer ces gens. Donc c'est des milliers de gens qui vont rester au chômage, en février, qui sont bloqués au chômage. Vous parliez à la conférence de presse de 11 000 emplois que vous redoutez qui vont disparaître. C'est des gens qui vont rester... Enfin, il faut toujours mettre derrière des chiffres et des concepts, des profils. 11 000 personnes. 11 000 personnes qui restent bloquées au chômage. Alors qu'on a un dispositif qui est assez génial, qui certes coûte un peu d'argent de public, mais qui au final est largement bénéficiaire pour la collectivité, qui permettent à ces gens de retrouver confiance en elles, de retrouver leurs compétences et de repartir sur le... Alors, vous avez parlé de 50 millions d'euros, c'est la baisse du budget qui vous est imposée, mais votre chiffre d'affaires dans les entreprises d'insertion, c'est 1,4 milliard. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une baisse de 50 millions d'euros, qui représente 0,05% d'1,4 milliard, fragilise l'ensemble d'une filière, d'un secteur comme celui de l'insertion ? Alors c'est 1,4 milliard de budget effectivement à l'insertion qui est capté par l'ensemble des familles d'insertion déjà. C'est pas uniquement les entreprises d'insertion. Les entreprises d'insertion là-dedans récupèrent, je crois, 300 millions, 200 millions ou quelque chose comme ça. Le reste, il y a près d'1 milliard qui est capté par les chantiers d'insertion. Parce que c'est des chantiers d'insertion, je l'ai dit, prennent des personnes qui sont encore plus éloignées de l'emploi. Donc les chantiers, eux, reçoivent à peu près 24 000 euros par personne embauchée. Par emploi sur l'année. Chez vous, c'était 13 000. Nous, c'est autour des 13 000. En fait, il y a un phénomène en cascade. C'est-à-dire que, déjà, chaque fois qu'il y a un emploi qui n'est pas financé, ça fait une personne en moins que l'on peut recruter sur ce schéma-là. Et vous avez plein d'endroits sur le territoire français où il y a des besoins évidemment énormes, parce qu'il y a du chômage partout. Parfois, on a tendance à l'oublier, mais non, malheureusement, il y a encore du chômage partout, et notamment le chômage longue durée qui reste très persistant, voire même qui s'aggrave, et pas seulement depuis quelques mois, ça date de bien avant la crise commerciale. Ça fait un phénomène en cascade où des structures qui sont là depuis des années, voire des décennies, qui arrivaient à trouver un équilibre financier, certes fragile, mais qui pouvait tenir, juste par le simple fait de perdre quelques milliers d'euros par-ci par-là, capotent, et donc sont dans l'obligation de fermer. Et donc c'est une solution d'un retour à l'emploi qui s'éteint, qui n'existe plus. Et derrière, les fameux prescripteurs comme France Travail, qui doivent chercher des solutions pour sortir ces personnes de l'emploi de longue durée, se retrouvent sans solution. Donc vraiment, on bouche, on fait disparaître dans tout un tas de territoires une solution qui marche. Et ça a des conséquences qui, à mes yeux, sont complètement contraires à ce que l'on devrait faire dans un contexte de dégradation économique. Vous l'avez expliqué, dans le monde de l'insertion par l'activité économique, il y a différentes formes de structures, différentes formes juridiques, différents modèles de financement. Est-ce que
toutes vos familles de l'insertion sont touchées de la même manière par la baisse budgétaire imposée par l'État? Alors pour l'instant, c'est un peu difficile à le dire, parce que le pilotage de l'enveloppe de l'État est assez, est assez un peu opaque sur la façon dont l'argent atterrit dans les structures. Mais voilà, il y a une espèce de ruissellement, si je puis dire, entre le ministère qui a son enveloppe globale d'un milliard, plus d'1,3 milliard, et ensuite ça part dans les services déconcentrés qui, chaque année, vont conventionner des structures de l'insertion. Ils vont choisir, c'est les préfectures qui vont choisir, on va vous donner à vous tant d'emplois en insertion, à vous on va vous en donner tant, parfois on va vous en retirer, et puis il y a une autre structure potentiellement à qui on peut en donner davantage. Donc c'est un peu dur de savoir. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement a la volonté de rééquilibrer le mix, comme on dit, c'est-à-dire faire en sorte que le partage entre les différentes familles de l'insertion soit un peu aménagé, et que les entreprises d'insertion... Il est déséquilibré ? De l'avis du gouvernement, il est déséquilibré, donc il souhaite le rééquilibrer. Après, ça, c'est une vision subjective des choses de leur part. Quelle est sa vision ? Il y a trop d'argent qui va à quel endroit et pas assez à quel endroit ? En gros, la critique qui est faite, c'est que le budget a augmenté de manière assez importante depuis 2019. Oui, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, elle dit qu'il a doublé depuis 2017 ce budget pour arriver donc à 1,4 milliard. Oui, il était à 800 millions d'euros avant 2019. Okay. Il y a eu ce qu'on appelait un pacte d'ambition qui était tout à fait bienvenu, qui a effectivement gonflé considérablement le budget à l'insertion. C'était une bonne mesure prise par le gouvernement de Macron à l'époque. Et en fait, qui est monté jusqu'à 1,4 milliard et qui a été capté à 80% par les chantiers de l'insertion. Bon. D'accord. Parce qu'il y avait des besoins importants, que les chantiers ont pu répondre rapidement, chose qu'une entreprise ne peut pas faire si facilement. Parce qu'une entreprise, pour aller demander à une préfecture des emplois d'insertion supplémentaires, il faut qu'elle puisse démontrer que son modèle économique tient la route. Et il lui faut des agréments, il faut pas de blanche. Il faut des marchés surtout, il faut une profondeur de marché. Il faut que quand on embauche quelqu'un, il faut bien l'occuper à répondre à des demandes. Donc les entreprises d'insertion n'ont pas pu monter en charge aussi rapidement. Pour les chantiers, c'était un peu plus simple parce qu'ils répondent à des besoins qui sont beaucoup plus immédiats et qui peuvent très facilement remplacer d'autres éléments. Donc voilà, il y a eu sur cette période une sorte de captation de l'enveloppe par les chantiers d'insertion. Le gouvernement veut rééquilibrer les choses. C'est sa vision. Donc on peut être particulièrement inquiet pour les chantiers de l'insertion. Je crois que la tête de réseau, l'équivalent de chez nous pour les chantiers qui s'appelle Chantier École, est vraiment très inquiète. Et ça se comprend. Pour les entreprises d'insertion, on a d'autres inquiétudes qui sont plutôt liées au fait qu'il y a plein de territoires sur lesquels on estime nécessaire de développer des entreprises d'insertion parce qu'il n'y en a pas ou parce que les besoins sont bien plus importants que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et malheureusement, la baisse du budget, qui est d'ailleurs corrélée aussi à l'inflation et à la hausse du SMIC, parce que mécaniquement, même à budget constant, le nombre de postes financés baisse parce que le SMIC augmente. Et donc, donc mécaniquement, il y a moins de budget. Il y a encore moins de postes possibles à faire. Donc, le fait de pouvoir développer des nouvelles structures ou pour une entreprise d'insertion qui arrive à croître, qui arrive à trouver des marchés, et ce qui est très positif, c'est dommage de ne pas permettre à une entreprise de se développer, elle est quand même contrainte parce que les budgets de l'État baissent. Et donc, elle dit, moi j'ai un marché, je pourrais recruter 2-3 personnes en insertion supplémentaire, mais en fait, la préfecture, l'État leur dit, non, malheureusement, vous ne pourrez pas. Ce qui est quand même dommage. Alors la ministre du Travail, elle vous dit aussi le budget a beaucoup augmenté depuis 2019 à quasiment un peu plus d'1,3 milliard, ok, très bien, presque un doublement. Et elle vous dit dans le même temps, il n'y a que 10 000 places d'insertion supplémentaires qui ont été créées. On est aujourd'hui à 150 000 places. Donc on était à 140 000, on est monté à 150 000 pour un budget qui a quasiment doublé. On comprend, si on ne regarde que les chiffres, on comprend qu'on se dise, budgétairement, oui, ça ne marche pas cette affaire. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, je me suis permis de regarder les chiffres parce qu'effectivement, j'ai vu ces éléments. Elle est dans les ordres de grandeur, on n'en est pas loin, mais elle exagère un peu, sans vouloir. Non, mais je vois là, la Cour des comptes nous disait en 2017 qu'on avait 70 000 équivalents temps plein en insertion. On est à 100 000 aujourd'hui. Donc, on est quand même plus 30 000, pas plus 10 000. Et après, en nombre de personnes, effectivement, là, on est plutôt à plus 20 000 à peu près. Mais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, on ne peut pas faire fi de la situation sociale. Dans la mesure où, lorsque vous recrutez des personnes, lorsque vous ouvrez des emplois d'insertion, plus la personne va être dans une situation sociale dégradée, difficile, donc éloignée de l'emploi,
plus il va vous falloir la garder longtemps dans votre entreprise d'insertion avant qu'elle soit en mesure de pouvoir trouver un endroit entre guillemets classique, un emploi classique. Et malheureusement, et ça je pense qu'il faut qu'on en ait conscience, notre société va mal, et de plus en plus mal. Et de plus en plus, oui. Et donc, moi, évidemment que ça coûte plus cher dans un mécanisme comme celui-ci. Mais oui, parce qu'on a des gens qui sont cabossés, qui sont de plus en plus en difficulté. Et donc, il faut les garder plus longtemps, il faut mettre un peu plus de moyens dans l'accompagnement. Et d'un autre côté, les entreprises d'insertion dépendent d'un marché économique qui est aussi vacillant, et encore plus aujourd'hui. Et donc, parfois, on a des échecs que ce soit sur la capacité à développer des nouveaux emplois d'insertion, la capacité à remettre les gens sur le marché de l'emploi derrière, parce qu'en fait, il n'y a pas l'emploi escompté, parce que ces personnes ont d'autres priorités à gérer. Et donc voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Mais je reste foncièrement convaincu que c'est un dispositif qui fonctionne et qu'il faut encourager. L'impression qu'on a quand même, je ne sais pas si c'est un avis que vous partagez, c'est que le système économique en lui-même, on sait qu'il ne va pas bien chez Mediatico, on en parle souvent, mais quand même, il est vraiment mal adapté au secteur de l'insertion. Si on regarde dans l'actualité très récente, la Fédération Envie, qui donc travaille sur le réemploi des objets et qui crée des emplois d'insertion pour réparer des machines à laver, pour aller les chercher, enfin des machines à laver ou autre chose, beaucoup d'autres choses. La Fédération Envie dit 1000 emplois sont menacés chez nous, dans 53 de nos structures sur l'ensemble du territoire, parce qu'on a un éco-organisme qui s'appelle Écosystème, qui vient de relancer un appel d'offres. Donc la Fédération Envie est mise en concurrence. Et on se dit, mais comment est-il possible que des structures d'insertion par l'activité économique qui rendent service au marché de l'emploi, à l'État et aux personnes finales qui trouvent un boulot, comment est-il possible qu'on les mette en concurrence ? Comment vous regardez ce mécanisme-là ? En fait, pour ce qui est des entreprises d'insertion, ce qui est le cas d'Envie, on est avant tout des entreprises. Donc forcément, on est dans l'économie marchande, on est mis en concurrence avec d'autres. Là, pour le coup, c'est normal, c'est logique, c'est comme ça que fonctionne l'économie. Et, par contre, il y a d'autres structures, les chantiers de l'insertion, par exemple, sont plafonnés dans leur fonctionnement, ne peuvent pas faire plus de 30% d'activités marchandes. Le reste, c'est des activités non exposées à la concurrence. Donc là, pour le coup, ils peuvent se permettre ils en sont préservés. Nous, on est des entreprises et donc c'est le jeu. Voilà, ça fait partie de la règle du jeu. Il faut qu'on soit en mesure d'aller chercher les parts de marché là où on a un avantage compétitif. C'est le jeu comme ça. Vous pourriez demander un régime dérogatoire ? Oui, on peut imaginer un régime fiscal plus avantageux pour être favorisé. On peut imaginer qu'il y a par exemple, certains labels, notamment le label ESUS, qui tient à cœur à Envie d'ailleurs, soit plus facilement acquérir. Enfin, on peut le récupérer plus facilement lorsqu'on est déjà conventionné comme entreprise d'insertion, par exemple. Vous pourriez demander des clauses sociales encore plus voilà, ciselées. Sur les commandes publiques ou sur les marchés publics, les clauses sociales qui imposent aux donneurs d'ordre, aux acheteurs, d'avoir une part d'insertion dans leurs commandes. On peut essayer de sécuriser cela et s'assurer que ce soit bien les entreprises d'insertion conventionnées pour cela qui accèdent à ces marchés. Il y a des mécanismes qu'on peut trouver. On peut avantager les entreprises d'insertion par rapport à d'autres parce qu'on a la garantie qu'elles font les choses bien sur le plan de l'insertion, en tout cas la grande majorité. Est-ce que c'est ce que vous allez demander à la Fédération des entreprises d'insertion ? C'est ce que nous demandons, oui. C'est ce que nous avons dans nos propositions déjà depuis des années. Et puis on va continuer. Chaque année, on a tout un tas de séries pour faire en sorte que les entreprises d'insertion soient légèrement avantagées par rapport à leurs concurrents. Mais après, on accepte les règles du jeu. Là où c'est compliqué avec Envie, et d'autres, ce n'est pas la seule entreprise qui est impactée par cela, c'est que les appels d'offres comme cela, au-delà du fait que la qualité de l'insertion ne soit pas particulièrement valorisée, c'est que les contraintes budgétaires, qui là ne sont plus sur l'enveloppe dont on parlait tout à l'heure, mais plutôt sur les enveloppes liées à l'économie circulaire, qui viennent du ministère de l'écologie, sont également contraintes. Les éco-organismes sont mis sous pression. Et donc, le seul réel critère que maintenant les éco-organismes regardent, c'est le critère prix. Tous les bénéfices, les co-bénéfices liés même à l'écologie, parce que l'économie circulaire, ce n'est pas seulement ramasser des déchets et les mettre dans une décharge, c'est tout un écosystème pour essayer de les valoriser, pour essayer de limiter les déchets, les résidus. Tout ça est de moins en moins valorisé par les éco-organismes. Et puis l'aspect insertion, l'aspect social, est complètement hors de leur scope. Juste sur l'économie circulaire, par exemple, sur cet appel d'offres, la grosse difficulté, c'est que le volet réemploi était exclu de l'appel d'offres, ce qui est quand même le cœur de l'activité d'Envie. Il y avait uniquement la partie logistique, de collecte et de tri, etc. Et c'est ça qui n'est pas normal, selon vous ?
Là, on a un problème qui n'est pas lié au principe d'un marché public. Là, on a un problème qui est lié que la politique publique, en général, manque de cohérence, manque de pilotage général. On est trop là dans une logique compartimentée en disant bon, là-dessus, sur le traitement des déchets, il faut qu'on gagne des sous, il faut qu'on économise à fond, donc on va regarder le prix et on va mettre en concurrence des énormes entreprises comme Paprec avec des PME comme Envie ou des ETI. Ça ne marche pas. Vous diriez qu'il y a un durcissement politique général sur ce qui relève de l'innovation sociale au service des politiques de l'emploi ? On est évidemment soumis à une idéologie qui voit l'assistance sociale au sens large du concept comme un problème, comme un luxe quasiment. Et puis on est aussi face à un autre problème qui est le manque de vision politique. C'est ce que je disais par rapport notamment au cas Envie. Lorsqu'on se concentre uniquement sur le prix, mais qu'on ne prend pas en considération l'atout social de ce genre d'entreprise pour tout un territoire, parce qu'après ça a des conséquences très positives sur l'ensemble de l'écosystème économique. Lorsqu'une entreprise comme Envie insère des gens et les remet sur le marché de l'emploi alors qu'avant elles étaient au chômage, ça permet aux autres entreprises du coin de pouvoir travailler avec ces personnes qui se mettent à leur disposition. Et donc tout ce côté co-bénéfice de l'insertion, malheureusement, n'est pas suffisamment pris en compte dans nos politiques publiques. Et après, quand vous avez un éco-organisme qui a une mission de service public de la part de l'État pour gérer certains types de déchets, nous, on regrette que l'insertion ne soit pas davantage valorisée. Alors, dans le monde de l'insertion, il y a plein d'innovations. Territoire zéro chômeur de longue durée. Cette expérimentation vient de fêter ses 10 ans, vient de célébrer ses 10 ans, en pleine baisse budgétaire. Comment est-ce que vous regardez ça ? Est-ce que Territoire zéro chômeur, ça, pour vous, c'est un message d'espoir ? Est-ce que vous pensez que ça va se développer ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites non, là aussi, ça se rétrécit, il y a moins de budget qui va être affecté à ces expérimentations, alors qu'on a augmenté le nombre de territoires qui expérimentent ? Comment vous regardez cette situation-là ? Avec, là encore, de la création d'entreprises à but d'emploi. On n'est pas dans le modèle associatif. Non, alors même si quand même les entreprises à but de l'emploi et territoire zéro chômeur de longue durée, ça reste dans tout l'écosystème, et si on schématise un peu les choses, ça reste des structures qui ont plutôt vocation à prendre des personnes très très éloignées de l'emploi, voire même des personnes qui malheureusement ne sont plus en capacité de revenir un jour sur le marché de l'emploi. Donc c'est assez différent de ce que nous, très particulier. On est quand même deux structures qui certes répondent au même idéal qui est de pouvoir sortir les gens de l'inactivité professionnelle pour pouvoir leur redonner de l'autonomie, redonner de la confiance en eux. Mais ils sont sur un modèle très différent qui n'est pas marchand. Ils ne sont pas sur des modèles marchands au sens mise en concurrence avec le marché, etc. Ce qui se passe là, c'est que Territoire zéro chômeur de longue durée, l'expérimentation va légalement se terminer à la fin de l'année. Et donc, il y a une crainte qui est tout à fait louable que l'expérimentation s'arrête. Donc là, il y a une loi qui a été déposée il y a quelques jours par Stéphane Berry. Quand l'expérimentation est réussie, normalement, l'expérimentation s'arrête et elle est transformée en autre chose. Elle peut être généralisée, bien sûr. Elle pourrait. Donc là, c'est l'objet. En tout cas, il y a une loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours pour essayer de ne pas voir cette expérimentation s'éteindre. Oui, après, on peut se questionner sur le principe de l'expérimentation. Après, c'est parce qu'on a un principe en France d'égalité devant la loi et d'application des règles dans tout le territoire. On peut simplement se dire que c'est un dispositif qui n'a pas forcément vocation à se généraliser au sens sur tout le territoire. C'est juste sauf qu'il a été élargi par 2 fois. Oui, il a réussi à gagner en amplitude parce qu'il y a plein de territoires qui ont... tout ça est co-géré avec les collectivités, plein de territoires qui ont bien voulu le développer, qui ont demandé parce qu'ils ont bien vu que ça marchait et que ça pouvait permettre à tout un tas de gens qui étaient jusqu'à aujourd'hui exclus, isolés chez eux, de venir avoir une activité professionnelle en collectivité. Donc c'est pareil, c'est un dispositif qui fonctionne, alors qui coûte très cher pour le coup. Il coûte encore plus cher que les chantiers ou que les entreprises d'insertion parce que là et c'est là que ça va coincer. Forcément, et c'est là où il y a une divergence politique entre ceux qui portent ce type de dispositif et les politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est que, mais ça c'est philosophique, est-ce que l'argent public doit servir à employer des gens parfois de manière un peu, entre guillemets, artificielle, c'est-à-dire que ça peut être des gens qui... on ne veut juste pas les laisser chez elles, des personnes, on les laisser chez elles à ne rien faire, au chômage, enfin rien faire, on fait toujours des choses, mais il y a toujours des impératifs familiaux, etc. Mais en tout cas, à ne pas avoir d'activité professionnelle, on préfère les avoir avoir une activité, à contribuer à la vie d'un quartier. Si ces personnes ne sont pas employables sur le marché de l'emploi et de rentrer dans la machine économique qui malheureusement qui est quand même très exigeante,
alors c'est la collectivité qui prend le relais et qui permet à ces gens. Mais c'est pour moi, ça rejoint parfois une philosophie qui est donnée par certains en disant oui, mais les aides inconditionnelles, ça ne va pas, il faut que ce soit conditionné. Bon, moi, je considère que les aides inconditionnelles sont nécessaires parce qu'on ne peut pas tout... la collectivité a un devoir de solidarité à l'endroit de ceux qui sont en difficulté. Après, oui, si on peut compenser ces aides par une activité qui, elle, est censée et qui permet à une meilleure cohésion sociale dans une ville, dans un quartier, pourquoi pas. Et c'est un peu ce que fait Territoire Zéro Chômeur. Tout ça avec un accompagnement social qui est de grande qualité. Alors, il y a un autre positionnement politique et philosophique nouveau cette année qui change justement la nature de cette aide inconditionnelle qu'est le RSA, puisque les bénéficiaires du RSA maintenant doivent travailler 15 heures pour pouvoir prétendre au RSA. Vous en pensez quoi ? Oui, alors, c'est pas travailler 15 heures. Le gouvernement a beaucoup insisté là-dessus. 15 heures d'activité. Voilà, 15 heures d'activité. Sauf que c'est pas non plus du bénévolat. Donc, en fait, on n'y comprend rien. C'est là où il y a un problème, effectivement. C'est que c'est pas du bénévolat au sens où c'est pas volontaire. C'est forcé. C'est contraint. Et si ces personnes ne font pas ces 15 heures d'activité, elles peuvent se voir baisser leurs aides, voire même radier. Donc ça, évidemment, on en reparle. Mais ce sont 15 heures, non pas de travail, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas se mettre sur une chaîne de production à côté de salariés, c'est simplement faire de la formation, faire de l'immersion en entreprise sur une demi-journée, une journée, découvrir de nouveaux métiers, c'est passer du temps avec son conseiller professionnel à France Travail, etc. Dans le principe, permettre à ces personnes de participer à tout un tas d'activités pour sortir du chômage. Très bien. Ça, sur le principe, oui. Sur le principe, tout le monde est d'accord. C'est ce qu'on tentait de faire déjà jusque-là. Dans les faits, il y a deux problèmes majeurs. Déjà, le fait que ce soit obligatoire, pourquoi pas, mais ça crée un régime de sanctions derrière qui est délétère sur le plan social, parce que ça éjecte des gens du système social de manière très brutale. Parce que quand on va dans les détails des choses, c'est que derrière, il y a tout un tas de critères de si vous ne respectez pas ces heures-là, si vous ne venez pas à l'heure, etc., on va regarder vos conditions et puis vous pouvez perdre vos droits. Puis là, on ne parle même plus des demandeurs d'emploi, on parle du RSA. C'est quand même RSA. Ça. On est à 500 et quelques euros par mois. Donc, d'où on peut se permettre d'exclure les gens de ce dispositif qui est le filet de sécurité le plus bas possible que l'on a. On est bien en dessous du seuil de pauvreté. On est très en dessous du seuil de pauvreté. Avec 500 euros, on ne vit pas dignement, il faut le dire tel que c'est. Et tout ça parce que cette personne n'a pas pu se pointer à l'heure à un rendez-vous avec France Travail ou parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire une formation qu'on lui a proposée parce que c'était trop loin de chez elle, parce que, je ne sais pas, pour X raisons, parce qu'elle avait un problème avec son fils qui était malade, j'en sais rien, on va l'éjecter. Alors, c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Ces gens-là ne méritent pas leur précarité et on ne va pas encore plus les enfoncer. Mais sur le fond, le fait de demander aux bénéficiaires du RSA de travailler, d'être occupés pendant 15 heures par mois, ça vous choque pas plus que ça? Non, voilà. Moi, ce qui me choque, c'était ce que je disais sur le caractère contraignant, caractère obligatoire. La deuxième chose qui là est plutôt d'une forme d'hypocrisie de la part du gouvernement, c'est que dans le principe, très bien que ces personnes fassent 15 heures d'activité, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce que France Travail, aujourd'hui, a les moyens de faire un diagnostic précis du profil de cette personne, de ses aspirations professionnelles, ensuite de choisir les activités en lien avec ses besoins, voire même de les orienter vers des structures de l'insertion comme les nôtres? La réponse est non. Le problème, c'est que France Travail n'a pas les moyens de faire ce travail-là. Et moi, j'aimerais bien que France Travail puisse le faire, parce que France Travail est implanté partout, ils ont les compétences, ils ont des gens qui sont dévoués à la tâche tous les jours, mais ils n'ont pas les moyens. Alors, c'est bien de se mettre des ambitions. Et donc, cette logique de droit et devoir à laquelle répond cette loi, la loi plein emploi, ce dispositif, au-delà de son caractère obligatoire, le problème, c'est que l'État lui-même ne respecte pas le principe de son devoir à lui de solidarité et d'accompagnement pour un retour à l'emploi. L'État lui-même ne le respecte pas. Alors, il ne s'agit pas de tout faire péter. Moi, je préférerais surtout que l'État prenne ses responsabilités et s'assure que lorsqu'il promet des choses à ces demandeurs d'emploi, à ces personnes en RSA, qu'ils se donnent les moyens de leur trouver un job, parce que c'est un droit constitutionnel d'avoir un emploi. Dernière innovation sociale sur laquelle j'aimerais vous interroger, c'est celle des entreprises individuelles de travail d'insertion, les EITI, encore un acronyme, on adore ça dans l'économie sociale et solidaire. L'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, vient de publier un rapport avec 2 ans de retard, parce que ça fait 2 ans qu'il était prêt et le rapport n'avait pas été publié, qui dit que ces entreprises individuelles de travail d'insertion, qui s'adressent à des personnes en insertion
mais en les encourageant à s'inscrire en auto-entrepreneur, et donc il n'y a pas d'accompagnement. L'IGAS nous dit que ce modèle-là accroît la précarité des plus précaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors l'IGAS ne dit pas ça, sans vouloir... C'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme ça que certains l'ont compris, c'est comme ça que ça a pu être interprété. Mais non, c'est une crainte qui, je pense, est assez légitime. Une crainte qu'effectivement, l'auto-entrepreneuriat en général, et donc aussi pour le modèle d'insertion qui est un peu, pour l'instant, innovant, et c'est une simple expérimentation, encore une, puisse potentiellement créer de la précarité. C'est le modèle, pour ceux qui connaissent, de Lulu dans ma rue. Voilà, pour un des modèles les plus connus, même si Lulu dans la rue a un modèle un peu à lui, mais d'autres EITI ont d'autres types de modèles. Mais en tout cas, c'est dans l'idée que, pour comprendre, c'est qu'il y a une entreprise qui est donc conventionnée avec l'État, dont le job, ça va être d'accompagner, donc il y a bien l'accompagnement, contrairement à ce que vous disiez, il y a bien l'accompagnement, d'accompagner des gens qui, pareil, sont éloignés de l'emploi, et les aider à monter en compétences pour devenir des auto-entrepreneurs autonomes et à les aider à trouver des marchés pour avoir des contrats et donc travailler en auto-entrepreneur avec des clients. Et souvent, c'est pour des petites missions, hein, très locales. Oui, c'est ce que font la plupart des temps, mais même quand on n'est pas en insertion, ça reste du très local. Moi, je trouve que dans le principe, la fédération, on soutient, c'est quelque chose qui peut marcher, et parce que déjà, ça répond à un besoin que ne couvre pas le reste. C'est-à-dire que les entreprises d'insertion, par exemple, ou même les entreprises de travail temporaire, l'intérim par insertion, c'est assez exigeant. Ça nécessite de répondre à un cadre horaire strict. Quand on est à 35 heures, là, on arrive à 6 heures du matin ou à 7 heures du matin dans une usine, et puis on repart à 15 heures. Et ben, en fait, ce n'est pas adapté à tout le monde. Si l'ambition, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes les personnes qui sont éloignées de l'emploi puissent trouver une voie de sortie, il y a certaines personnes, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques centaines, voire quelques milliers, en tout cas pour celles qu'on accompagne aujourd'hui, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, qui, pour des contraintes familiales, pour des contraintes même très personnelles ou liées à leur aménagement de vie, préféraient l'auto-entrepreneuriat. Voilà. Après, il faut mettre tout un tas de pincettes, de sécurité, parce que l'auto-entrepreneuriat, le risque qui est évoqué, la crainte qui est évoquée de précarisation, c'est surtout lié au fait que le régime social associé à l'auto-entrepreneuriat est précaire, de facto, de base. Donc ça, mais rien ne nous empêche de sécuriser cela. Par contre, le principe de l'auto-entrepreneuriat qui consiste à gérer ses horaires soi-même, à gérer sa clientèle soi-même sans être dépendant d'un employeur, pourquoi s'en priver ? Donc qu'est-ce que vous retenez, vous, du rapport de l'IGAS ? Le rapport de l'IGAS dit simple. Déjà, il ne tranche pas cette question de est-ce que ça précarise ou pas. Ils n'ont pas été jusque-là. Parce que ce n'était pas vraiment la question qu'ils se sont posée. Par contre, ils ont regardé, et ça c'est intéressant, il faut qu'on regarde les faits, si ce principe de l'EITI, de l'auto-entrepreneuriat dans l'insertion, n'est pas utilisé par certains comme un simple complément de salaire sur d'autres activités. Voilà. Il n'y a pas un peu un effet de bord quelque part. C'est une expérimentation, elle a vocation à évoluer, à être améliorée. Là, nous, on a découvert quand même aussi qu'il y a un régime fiscal qui n'est pas du tout favorable pour les EITI qu'il va falloir aménager. Mais moi, je vais vous donner des exemples. Vous avez plein de gens, par exemple, qui aujourd'hui, en France, vivent de l'économie informelle. Et bien, les EITI, c'est-à-dire les économies black, les EITI ont permis à ces personnes-là de faire à peu près la même chose, mais en les accompagnant, en créant leur auto-entreprise, en se déclarant à l'INSEE, à l'URSSAF et compagnie, et à rentrer dans l'économie formelle. Est-ce qu'on va empêcher ça ? Ben non, c'est dommage. Et donc à payer leurs cotisations sociales et à avoir des droits en face. Voilà, devenir des cotisants, avoir des droits qui sont peut-être pas assez suffisants par rapport à un salarié, mais à obtenir des droits, avoir une certaine sécurité, et puis payer ses impôts et pouvoir sécuriser sa clientèle. Le simple fait de rentrer des gens dans l'économie formelle, grâce à ce système, moi je trouve ça dommage de s'en priver. Antoine Laurent, au mois de février, pendant votre conférence de presse, vous disiez, l'ensemble des acteurs de l'insertion, qu'un séminaire avec les acteurs de l'insertion par l'activité économique était prévu au Palais du Luxembourg à la rentrée de septembre. Première question, est-ce que c'est toujours prévu ? Deuxième question, qu'est-ce que vous en attendez de la ministre du Travail, qui sera présente normalement ? Oui, c'est bien prévu. On a invité la ministre du Travail, on verra si elle sera disponible. Déjà, c'est quelques semaines avant le projet de loi de finances, l'arrivée du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, au Parlement. On le sait... Le timing est fait exprès ?
Oui, le septembre, c'est toujours un peu orienté sur le budget. À chaque fois qu'il y a des événements, en général, c'est lié à ça. Mais vous avez souhaité l'organiser juste avant On a souhaité pour alerter, pour même de manière plus positive, pour dire que l'insertion économique, ça fonctionne, que malgré les contraintes budgétaires que la France a, et à un moment, il faut aussi qu'on regarde les choses en face. Hein. Quand on a un déficit monstrueux, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Mais dans les choix budgétaires à faire, côté dépenses, mais aussi côté recettes, que malheureusement, le gouvernement ne veut pas toucher. Mais eh bien, on aimerait juste porter notre voix, de dire que l'insertion par l'activité économique, c'est une solution pour aider la France dans sa recherche de baisse de déficit. Parce que voilà, chaque emploi en insertion, c'est des gens en moins dans les minima sociaux, c'est des emplois en plus derrière avec des gens qui vont cotiser, qui vont retrouver de la stabilité, c'est des foyers qui sortent de la précarité. Donc, Et la ministre Panosyan-Bouvet, qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous lui parlez de ça, quand vous la saisissez? Elle est à l'écoute? On a une ministre du Travail qui est très à l'écoute, qui, je pense, voit l'insertion activité économique comme un atout. Elle est soumise à des contraintes budgétaires que lui impose la ligne gouvernementale et à laquelle elle souscrit, sinon elle n'y serait pas. Et donc, il faut bien qu'il y ait des choix qui soient faits. Après, c'est vrai qu'elle est, on le sent depuis maintenant quelques semaines, parce qu'elle a été interrogée régulièrement sur ce sujet. Elle défend une ligne qui est assez propre à l'ensemble de ce gouvernement depuis des années maintenant, de vouloir optimiser à l'extrême, parfois, la dépense publique. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on ait une bonne gestion de la dépense publique. C'est notre argent, il faut bien qu'il soit bien géré. Mais l'optimisation à l'extrême, par des logiques très quantitatives, qui parfois sont inspirées de la finance, sur des sujets sociaux, quand on parle d'accompagnement social, de montée en compétences humaines, et pas seulement techniques, à un moment, il faut aussi faire confiance aux gens. On ne peut pas tout mettre des chiffres partout sur toute la tête de tout le monde. Il faut qu'on fasse confiance aux structures qui sont de très très bonne volonté et que l'État accepte de déléguer une partie de son pouvoir comme il le fait, mais comme il a peut-être vocation à de moins en moins le faire tel qu'on le pressent. Donc faisons confiance aux gens qui veulent bien faire. Dernière question, Antoine Laurent. David Cluzot, qui est le directeur général d'Exopé, syndicat d'employeurs de l'économie sociale et solidaire, nous disait dans cette émission, en février justement, que le deuxième semestre allait être encore beaucoup plus difficile pour le secteur associatif et pour probablement le secteur de l'insertion aussi. Comment est-ce que vous voyez les mois qui viennent? C'est une crainte qu'on partage. On a déjà, nous, au sein de la Fédération des entreprises d'insertion, on a aménagé notre offre de services, comme on dit, c'est-à-dire notre accompagnement de nos entreprises adhérentes pour faire en sorte que cette vague conjoncturelle puisse être atténuée. On le ressent déjà, il y a beaucoup d'entreprises d'insertion qui ont des difficultés de trésorerie, qui ont des difficultés à récupérer des marchés qu'ils avaient jusqu'à aujourd'hui. On avait déjà fait un petit inventaire où il y a 2 ans, on avait comptabilisé qu'il y avait plus d'un tiers de nos adhérentes qui étaient déjà en déficit, qui étaient en difficulté financière. La crise commerciale, je pense, va faire qu'aggraver les choses, même si on est beaucoup dans des secteurs abrités, on est quand même, par ruissellement, on est impacté. Les baisses des budgets vont évidemment impacter, mais là, pas seulement d'un point de vue de l'insertion, c'est que la commande publique va diminuer. Toutes les collectivités locales sont en train de revoir tout leur budget et malheureusement vont voir leur budget diminuer. Donc voilà, on est très craintif, comme je pense tout le milieu économique, hein, on n'est pas les seuls. Pareil, les investissements se tarissent. Mais j'ai bon espoir que l'ESS en général, nous les entreprises d'insertion en particulier, parce qu'on est conçu pour être résilient, on pense le modèle d'affaires pour qu'il soit résilient, on n'est pas dans un modèle d'affaires qui capte de la richesse qu'il envoie sur une minorité. Hein. On est sur un modèle qui essaie de distribuer intelligemment les choses, qui s'enracine dans un territoire. J'ose espérer que cette résilience nous permette de passer la tempête mieux que d'autres entreprises. Mais c'est mon côté optimiste. Il le faut bien pour se lever le matin de bonne humeur. Eh ben, merci beaucoup pour cet optimisme, Antoine Laurent. Merci de l'invitation. Vous êtes directeur général de la Fédération des entreprises d'insertion. Et évidemment, merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. Si vous avez aimé, eh ben, dites-le nous. Vous cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines émissions. Vous nous faites un petit like sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Mediatico.fr, le média de l'économie sociale et solidaire. À bientôt.